Tesla en chute libre, la fin d'un règne. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Je vais partager avec vous une note d'analyse sur l'état des lieux du marché des véhicules électriques, principalement aux États-Unis et en particulier le problème spécifique lié à Tesla. Et donc, on va y aller assez rapidement. Ça sera assez long, donc j'espère que vous avez du temps. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus, on va en reparler. Donc, Tesla, autrefois leader incontesté de l'industrie des véhicules électriques, traverse une période tumultueuse. Les résultats financiers du deuxième trimestre 2024 ont révélé une baisse significative de son bénéfice net accompagnée d'une diminution des ventes de véhicules. Cette nouvelle décevante fait suite à une annonce antérieure de licenciement massif suscitant des inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise. Alors que Tesla semblait incarner l'essor des véhicules électriques, la situation actuelle soulève des questions sur les raisons de ce revirement soudain. L'état de l'industrie des véhicules électriques. Les données du Global EV Outlook 2024 de l'AIE montrent que les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté d'environ 1,5 million d'unités par rapport à la même période en 2023. Pour les plus malins, vous allez savoir que vous n'avez qu'à taper sur Google Global EV Outlook 2024 AIE, vous allez retrouver l'information en question. Sur certains marchés, notamment aux États-Unis et en Chine, la croissance des véhicules hybrides rechargeables, à savoir les PHEV, a dépassé celle des véhicules purement électriques à batterie, à savoir les BEV. Et je vais m'arrêter là quelques secondes, parce que quand on parle de voitures électriques, on peut dire qu'on parle de 3 types de véhicules. Il faut préciser. Sur ce marché-là, vous avez les HEV, simple. Ce sont des véhicules hybrides, d'accord? Et quand on dit hybride, ici, vous avez une batterie, vous avez également un réservoir à essence. Et donc, sur ce type de véhicule, il y a une seule borne de recharge, il y a une seule entrée de recharge. Et les entrées de recharge en question, c'est uniquement pour tout ce qui concerne l'essence. OK? Comme vous pouvez le voir sur ce dessin. Donc ici, c'est à peu près, on peut se dire que de par le système ici, le gasoil ou bien l'essence brûlée ici permet de recharger les batteries. OK? Mais vous ne pouvez pas brancher directement la batterie de l'extérieur. Ensuite, vous avez les PHEV qui sont en fait à peu près des véhicules hybrides également, mais avec 2 entrées. Une entrée pour l'essence et une entrée pour la borne électrique. OK? Et en troisième lieu, vous avez les BEV qui sont purement des voitures à batterie, donc des voitures électriques ici avec une seule entrée. Et comme je l'ai mentionné tantôt, l'industrie s'en va plutôt vers ce domaine hybride plutôt que vers le tout électrique. OK? Donc, quand on parle de PHEV, on parle de ceci, 2 entrées. Quand on parle de HEV, une entrée, mais électrique, mais hybride. D'accord? Et quand on parle de BEV, on parle d'électrique pur et simple. Une fois que vous avez compris cela, on revient sur notre document. Cependant, dans d'autres parties du monde comme la France et l'Italie, l'inverse s'est produit. De plus, il convient de noter que le BEV occupe déjà une part de marché beaucoup plus importante dans toutes les régions où les PHEV ont connu une croissance plus rapide d'une année sur l'autre. Donc, comme je l'ai mentionné, l'industrie mise plus sur le PHEV. Et que les États-Unis et la Chine ont tous deux connu une croissance positive des ventes de BEV par rapport au premier trimestre 2023. Alors, qu'est-il arrivé à Tesla? Il y a 2 facteurs principaux à considérer. Le premier est la concurrence. Historiquement, 45% des BEV jamais vendus aux États-Unis étaient des Tesla. D'autres constructeurs automobiles, cependant, commencent à grignoter la position dominante de Tesla. L'autre facteur est que bien que les ventes nationales de BEV aient augmenté au premier trimestre d'une année sur l'autre, le taux de cette croissance a en fait considérablement diminué. Donc, en termes de croissance, le volume a diminué. On a une croissance, certes, mais on a une croissance de moins en moins élevée. De cela, une image se dégage. Les ventes de Tesla chutent parce que sa part de marché diminue plus rapidement que le marché des BEV ne croît. Je répète,
Les ventes de Tesla chutent parce que sa part de marché diminue plus rapidement que le marché des BEV ne croît. Donc, c'est une situation un tout petit peu difficile pour Tesla. Et comme on le mentionnait tantôt sur les précédentes vidéos sur Tesla, on en a fait plusieurs. La concurrence, on en a parlé. D'aucuns rachetaient du Tesla ici comme si la compagnie allait continuer à croître jusqu'à la fin des temps. Vous voyez que maintenant, en ce moment, on revient un tout petit peu sur Terre. C'est comme ça partout. Ne vous inquiétez même pas du tout. La bourse, c'est un éternel recommencement. Ce n'est pas nouveau tout ce qu'on voit présentement. D'accord? Il y aura des bulles. Les bulles vont se dégonfler et les entreprises les plus solides auront tendance à gagner. Je ne suis pas en train de vous dire ici que Tesla, c'est une mauvaise entité ou bien quoi que ce soit. On parle essentiellement du marché. Si on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe au-delà des chiffres, au-delà de bénéfices nets ou machin truc là. Non. D'accord? C'est ça qui vous aide à tenir à long terme. OK? Cette connaissance-là du business model, de l'environnement dans lequel opère l'entreprise en date d'aujourd'hui. Donc, un examen attentif des données soulève une autre question. La croissance des ventes de BEV au premier trimestre aux États-Unis n'était que de 2,6% d'une année sur l'autre. Mais comme indiqué précédemment, ce n'était pas le cas partout. La croissance des BEV éclipsant des gains de PHEV dans un certain nombre d'autres pays. D'accord? Donc, on a d'autres pays où le BEV, la croissance est plus élevée que le PHEV. OK? Dans d'autres pays. En fait, même en Chine, où les ventes de PHEV ont dominé, les ventes de BEV ont tout de même augmenté d'environ 15%. Alors, pourquoi ce ralentissement soudain de la croissance des BEV est-il apparemment un problème typiquement américain? Parce que c'est ça le problème. Ce qu'on dit ici, le ralentissement, il est plus prononcé aux États-Unis. Mais pourquoi? Quel est le problème? La réponse pourrait être trouvée en examinant ce qui pousse les Américains, parce qu'il faut renverser la question. D'accord? Il faut renverser la question. Non, on ne va pas juste regarder Tesla, pourquoi est-ce que Tesla a des ventes moins élevées. Mais on doit décider ici, qu'est-ce qui pousse les Américains à décider de ne pas acheter des voitures électriques? Qu'est-ce qui les pousse à ne pas acheter? Pas à acheter, mais à ne pas acheter des voitures électriques. Selon plusieurs sondages auprès des consommateurs américains, la raison la plus souvent citée pour ne pas acheter un véhicule électrique est le prix. Sur cette base, il se peut que les récents problèmes de Tesla soient en fait de son propre fait. Pourquoi? Alors, comment l'image élitiste des véhicules électriques limite leur potentiel aux États-Unis? La domination initiale de Tesla sur le marché américain des véhicules électriques a eu un impact durable sur la perception de ces véhicules. En tant que pionnier, Tesla a positionné ces véhicules comme des produits haut de gamme, associant l'électrique au luxe, la technologie de pointe à un prix élevé. Cette stratégie, bien que réussie pour la marque, a ancré l'idée que les véhicules électriques sont réservés à une élite fortunée, une image qui persiste encore aujourd'hui. Lorsque d'autres constructeurs automobiles ont emboîté le pas à Tesla, ils ont souvent reproduit ce modèle, lançant principalement des SUV et des berlines de luxe électriques. Cette tendance a renforcé l'image élitiste des véhicules électriques, les rendant inaccessibles pour la majorité des consommateurs américains. Des marques comme Lucid et Rivian, ainsi que les versions électriques de constructeurs traditionnels comme Mercedes et BMW, ont toutes misé sur le haut de gamme, perpétuant ainsi cette perception. Cette situation contraste fortement avec d'autres marchés comme la Chine ou l'Europe, où une plus grande variété de modèles électriques a été proposée dès le départ, y compris des citadines et des compacts plus abordables. Cette diversité a permis de démocratiser l'accès aux véhicules électriques, les rendant attractifs pour un public beaucoup plus large et stimulant ainsi leur adoption. Aux États-Unis, cette focalisation sur le haut de gamme a conduit à une saturation du marché dans ce segment spécifique. Le marché est saturé sur le haut de gamme électrique spécifiquement et non sur le potentiel de croissance des voitures électriques de manière générale. Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs segments il y a plusieurs segments ici dans l'industrie automobile. OK? Donc, une grande partie de la population aisée, intéressée par les véhicules électriques et capable de les acheter, est déjà équipée. La croissance du marché est donc ralentie, car il reste peu de nouveaux clients potentiels dans cette catégorie. De plus,
Cette situation a créé un cercle vicieux. Les constructeurs, constatant que les modèles haut de gamme se vendent bien, continuent d'investir principalement dans ce segment au détriment du développement de modèles plus abordables qui pourraient élargir le marché et accélérer la transition vers l'électrique. En somme, l'image de luxe associée aux véhicules électriques aux États-Unis, largement influencée par la stratégie initiale de Tesla et perpétuée par d'autres constructeurs, a créé un obstacle majeur à l'adoption massive de ces véhicules. Pour véritablement démocratiser l'électrique et accélérer la transition énergétique, il est essentiel de proposer une gamme plus diversifiée de véhicules électriques, y compris des modèles plus accessibles afin de répondre aux besoins et aux budgets d'un public beaucoup plus large. Le dilemme de Tesla, l'accessibilité face à la rentabilité. Tesla semble être pris dans un dilemme. La société a tenté de stimuler les ventes en réduisant les prix de certains modèles. Mais même avec cette réduction, les véhicules restent chers pour de nombreux consommateurs. Cette stratégie n'a pas eu l'effet escompté, comme en témoignent les résultats décevants du deuxième trimestre. Face à cette situation, Elon Musk a mis en avant le développement de la conduite entièrement autonome comme un levier de croissance future pour l'entreprise. Cependant, cette technologie encore en développement et impliquée récemment dans un accident mortel représente un coût supplémentaire de 8 000 $ pour les acheteurs. Le problème fondamental est que le FSD, loin d'être une solution miracle, accentue le problème de l'accessibilité de véhicules Tesla. En augmentant encore le prix déjà élevé des véhicules, il renforce l'image de marque élitiste de Tesla et limite son attrait pour un public plus large. Tesla se trouve donc face à un défi de taille. Comment rendre ces véhicules plus accessibles sans compromettre sa rentabilité et son image de marque? La réponse à cette question déterminera en grande partie l'avenir de l'entreprise dans un marché de plus en plus concurrentiel. En conclusion, le marché américain des véhicules électriques se trouve à un tournant décisif. Malgré les succès indéniables de Tesla et l'intérêt croissant du public pour les véhicules électriques, des obstacles majeurs persistent entravant une adoption massive. Donc, le coût élevé des batteries, qui représente une part significative du prix final d'un véhicule électrique, reste un frein majeur pour de nombreux consommateurs. Bien que des subventions existent, les augmenter davantage pourrait s'avérer politiquement délicat compte tenu de l'image persistante des véhicules électriques comme produits de luxe. De plus, les barrières commerciales telles que les droits de douane élevés sur les importations de véhicules électriques chinois limitent la concurrence et l'accès à des modèles potentiellement plus abordables. Cependant, l'opportunité de démocratiser le marché des véhicules électriques aux États-Unis est immense. L'appétit pour les véhicules est réel, comme en témoigne le succès de Tesla malgré ses prix élevés. De plus, la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et la volonté de réduire la dépendance aux énergies fossiles créent un contexte favorable à l'adoption de solutions de mobilité plus durables. La clé pour libérer ce potentiel réside dans l'innovation technologique et la volonté politique. Il est impératif de développer des batteries plus abordables et performantes tout en favorisant un environnement réglementaire propice à la concurrence et à l'importation de véhicules électriques à des prix compétitifs. Des initiatives telles que l'expansion du réseau de bornes de recharge et des incitations fiscales pour l'achat de véhicules électriques plus abordables pourrait également jouer un rôle crucial. L'entreprise qui parviendra à proposer des véhicules électriques véritablement accessibles au grand public, en combinant prix attractifs, autonomie satisfaisante et fonctionnalités attrayantes, aura un avantage concurrentiel indéniable. Elle contribuera non seulement à sa propre réussite financière, mais aussi à accélérer la transition vers une mobilité plus propre et durable aux États-Unis. Aux États-Unis, ça peut être une particularité, mais de manière générale, de manière globale. Donc, les investisseurs, quant à eux, devraient garder un œil attentif sur ce secteur en pleine mutation, car les opportunités de croissance sont considérables pour ceux qui sauront identifier les futurs leaders de cette révolution électrique. Donc, vous avez ici l'ensemble des éléments qui, selon moi, expliquent à peu près les résultats assez mitigés de Tesla sur les derniers mois. Maintenant, on verra à peu près comment est-ce qu'ils vont réussir à rebondir. On va se dire une chose.
peut-être dans l'ADN de Tesla ici, ils ne veulent pas être une automobile, une voiture accessible à un grand public, mais plutôt à un certain type de public. Je comprends. OK? Parce que si on regarde les BMW et les Mercedes, ce n'est pas pour tout le monde. OK? Certains constructeurs de voitures ici ont plusieurs gammes. Et donc, on s'entend que ça dépend de... Peut-être que c'est la stratégie de Tesla derrière. OK? Mais d'une manière générale, à un moment donné, on ne peut pas vendre les voitures électriques comme des petits pains tous les ans, alors que c'est un achat généralement... c'est un achat ponctuel qu'on ne renouvelle pas chaque année. Okay? Donc, on s'entend que si on vise un certain type de la population, une certaine... comment on dit ça? Si on vise ici un certain type de personnes, OK, notamment des gens qui ont un certain niveau, qui ont un revenu moyen, je ne sais pas moi, peut-être de 100 000 dollars global pour un couple ici, on va le dire comme ça. Si on vise ce type de personnes, on va se dire qu'à un moment donné, si tout le monde a acheté une voiture électrique, ou bien si la majorité l'a déjà fait, la croissance ne sera pas... La croissance, certes, sera là, mais elle sera de moins en moins élevée. Donc peut-être ici, ce serait intéressant d'aller regarder, de descendre un tout petit peu sur la couche... Je n'aime pas parler de couche inférieure ni quoi que ce soit. On parle ici en termes de revenus global ici. Donc peut-être qu'on va commencer à viser les personnes qui gagnent à peu près aux alentours, je ne sais pas moi, entre 30 et 50 000 ou bien entre 50 et 75 000, je ne sais pas. OK? En tout cas... Présentement, voilà à peu près ce qu'on peut identifier comme problème de Tesla en date d'aujourd'hui. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Et je dis toujours aux gens une seule chose. Investir en bourse, d'accord, c'est un marathon. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Il est important de connaître à peu près l'environnement dans lequel l'environnement dans lequel évolue votre entreprise ou bien l'entreprise que vous avez choisie ou bien qui vous intéresse en date d'aujourd'hui. Parce que dès le moment où vous choisissez de faire un achat, même si c'est une seule action, ok, vous n'avez pas le choix que de suivre cette compagnie. Ok? Donc c'est important de toujours aller au-delà des chiffres parce que c'est uniquement en allant au-delà des chiffres que vous pouvez garder une position sur le long terme. J'investis à long terme, j'investis à long terme. Vous savez ce que ça veut dire investir à long terme? C'est ça, investir à long terme. Ça apprend de plus en plus à connaître une industrie en particulier, un secteur d'activité en particulier. Ok? Je ne suis pas investi sur Tesla, je n'ai pas l'intention de le faire. C'est uniquement pour la culture générale et pour le partage ici. Et c'est également ici un pan de... Comment on dit ça? C'est la raison pour laquelle je propose ce document ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une analyse sectorielle pour le marché, pour les manufacturiers dans le secteur de l'automobile ici. Et c'était une thématique qui revient de plus en plus. Quand on lit à peu près sur les différents concurrents, quand on regarde la presse spécialisée, le document que j'ai tantôt mentionné plus haut, le Outlook 2024, le EV Outlook 2024 ici, vous avez ce genre d'informations-là que nous, on ne peut pas avoir derrière nos petits écrans ou bien en regardant uniquement les chiffres. OK? Donc, vous pouvez retrouver ici les notes d'analyse sectorielle dans le service Top Premium Plus exclusivement. Vous avez également les notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, sur lesquelles j'effectue également des suivis. Vous avez l'accompagnement qui vient également avec. Et l'accompagnement, je n'aime pas parler de formation parce que c'est un accompagnement, c'est pratico-pratique. Chaque semaine, on a une thématique, on l'étudie. La semaine qui suit, on fait uniquement des exercices en temps réel avec des entreprises qui existent. OK? Dépendamment des secteurs d'activité, vous allez remarquer qu'il y a des questions bien spécifiques à poser. OK, ce n'est pas pour rien que je parle de formation. Je parle ici d'un accompagnement et l'accompagnement est thématique. Donc, secteur de l'énergie, on l'étudie. Secteur ici de la consommation cyclique, on l'étudie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez également des questions, vous pouvez réserver un appel. Vous avez la watchlist également dans le service Top Premium ou bien vous pouvez le prendre de manière individuelle. Vous avez en supplément de ça le pack du débutant qui regroupe 3 formations, savoir comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers et comment analyser une rate ou bien maîtriser les rates parce que c'est également, c'est une thématique qui se retrouve dans le programme de l'accompagnement que vous pouvez retrouver dans le service Top Premium. OK? Donc, si vous avez des questions, vous avez un appel et je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc, je dis toujours une chose, Tesla. Si vous êtes des actionnaires de Tesla en date d'aujourd'hui, est-ce que les éléments que je mentionne ici aujourd'hui, est-ce qu'ils sont nouveaux? Est-ce qu'ils sont anciens? Est-ce que vous pensez que la compagnie en date d'aujourd'hui est en train de faire le nécessaire pour à peu près
comment dire ça, pour pouvoir, je dirais pas redémarrer la croissance, mais pour pouvoir rebondir. En tout cas, laissez-moi savoir, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des actionnaires de Tesla? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont intéressés par Tesla? Si oui, à combien? Si vous êtes actionnaire, vous l'avez acheté à combien? Bref, laissez-moi savoir en commentaire. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. Merci, au revoir.